Je pense que tout le monde est revenu. On va donc reprendre et passer à la deuxième intervention. Donc, nous avons le plaisir, donc, comme je vous l'ai dit, d'accueillir le docteur Martine Ossard, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la biodiversité, et qui porte donc un projet national très important, Solubiode, dont elle va beaucoup nous parler, qui est clairement axé sur les solutions fondées sur la nature, que vous allez voir donc dans d'autres contextes que celui que je vous ai présenté. Dès qu'elle aura terminé, donc nous passerons aux questions concernant les deux présentations. Non, bonjour à tous et merci à Claude de m'avoir invité devant ce public impressionnant. Je suis plus habituée donc à mon milieu bien scientifique, donc je vais essayer de vous présenter donc ces solutions fondées sur la nature qui répondent donc à un certain nombre de problèmes, on va dire, que vous connaissez tous ici, je suppose. Donc, c'est dans le contexte justement de ce lien direct entre changement climatique et biodiversité. Et donc, on a cette crise climatique. Maintenant, on en a parlé, démontré. Plus besoin de faire de démonstration, logiquement. Mais cette crise climatique est aussi liée donc à la crise de la biodiversité. Et on a bien maintenant démontré qu'il y a une codépendance entre les activités humaines et la biodiversité. Il y a eu énormément de rapports qui sont peut-être moins connus parce que c'est les rapports de ce qu'on appelle l'IPBES. Donc beaucoup de gens ne connaissent pas l'IPBES, c'est bien dommage. Par analogie, on dit souvent que c'est le GIEC de la biodiversité. Bon, c'est une expression que je n'aime pas, j'aimerais mieux qu'on connaisse l'IPBES pour lui-même. Donc l'IPBES, c'est cette convention aussi internationale donc, qui réunit 196 pays actuellement pour parler de la biodiversité et des solutions qu'on peut apporter donc, à la conservation et arrêter donc, cette érosion de la biodiversité. L'IPBES produit un certain nombre de rapports tous les ans, donc notamment un rapport qui a montré cette relation entre les activités humaines, la biodiversité, et le rapport entre changement climatique et biodiversité. Il en a produit plein d'autres sur les espèces envahissantes, sur par exemple la liaison entre la biodiversité et les activités donc, industrielles, etc. Et donc, face donc, à cette codépendance et à cette perte, cette crise de la biodiversité, on est à peu près maintenant, enfin en tout cas un certain nombre convaincus qu'il faut faire un certain nombre de transformations pour un mode de vie plus durable qui sont donc bien catégorisés donc, dans ces objectifs du développement durable. Donc, depuis un certain temps, on a proposé, donc Claude a commencé à vous en parler, des solutions qui sont des solutions fondées sur la nature pour permettre ces changements transformateurs. C'est-à-dire qu'on va passer de solutions d'ingénierie traditionnelles appelées solutions grises vers des solutions vertes qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, donc avec des solutions, je le disais, plus durables. Ces solutions grises étant en général ciblées, génériques, on répond à un seul problème, non résilientes, elles ont une durée de vie bien déterminée, et non soutenables parce qu'elles emploient évidemment un certain nombre de polluants ou même de structures qui ne sont pas donc, souhaitables au niveau du développement durable. Ces solutions vertes ont la qualité d'être systémiques, donc ça s'approche d'une approche écosystémique. Elles sont adaptables, elles vont pouvoir évoluer dans le temps, c'est ce qui fait qu'elles sont plus résilientes que les solutions grises, et elles sont co-construites. En général, ces solutions fondées sur la nature sont aussi construites donc, avec les partenaires locaux, que ce soit les autorités publiques, mais aussi les habitants autour de ces solutions proposées. Donc, Claude le disait aussi, il y a eu beaucoup de définitions, enfin les solutions fondées sur la nature, c'est un peu maintenant un mot à la mode, on va dire, qu'on utilise, qu'un certain nombre même d'entreprises utilisent pour vendre leurs solutions. Il y a eu plusieurs étapes et définitions de ces solutions fondées sur la nature. Donc, Claude parlait de la définition de l'UICN, qui a été donc reprise plus récemment par l'Europe et
puisqu'elle ne vous l'a pas fait, je vais vous le faire. Donc, cette définition donc, des solutions fondées sur la nature, pour que vous voyez un peu la complexité, à la fois la précision de ce que, ce sont ces solutions. C'est donc des solutions qui visent à protéger, à conserver, à restaurer, utiliser et gérer durablement les écosystèmes de toutes sortes, qu'ils soient terrestres, d'eau douce, côtiers, marins, naturels, modifiés, et qui vont répondre efficacement et de manière adaptative, donc c'est pour ce problème d'évolution dans le temps, et qui vont répondre à des défis sociaux, économiques, comme Claude en parlait, et environnementaux, tout en offrant simultanément des bénéfices pour le bien-être humain, les services écosystémiques, la résilience des écosystèmes et bien sûr sur la biodiversité. Donc c'est sur cette définition que maintenant un certain nombre de solutions fondées sur la nature sont basées. Et donc en insistant fortement sur cette approche systémique, ce n'est pas une seule petite action, on prend en compte tout l'ensemble de l'écosystème, c'est une vision à long terme et aussi donc, qui répond bien à ces trois piliers, le défi sociétal, le défi économique et le défi environnemental, tout en apportant donc des bénéfices pour la biodiversité. Donc, si ces trois défis ne sont pas réunis, on n'est pas loin des solutions fondées sur la nature, mais on n'est pas dans le cadre des solutions fondées sur la nature. Donc, ces solutions fondées sur la nature répondent à des enjeux qui sont soit des enjeux de protection, comme par exemple, on en reparlera, mais la protection des mangroves. On va protéger les mangroves contre l'urbanisation côtière, contre l'érosion et l'immersion marine que tout le monde connaît maintenant avec la montée du niveau de la mer. Ça peut être des actions de restauration. On va restaurer des systèmes qui ont été dégradés, comme par exemple les dunes littorales, par la plantation d'espèces adaptées le long du littoral, qui vont permettre donc à la fois la restauration de la biodiversité, mais aussi la protection contre l'érosion côtière. Ça peut être la gestion d'écosystèmes qui ont, par exemple, dans le cadre de pratiques, on va dire, plus vertueuses d'agroécologique, et on va préserver des zones semi-naturelles au sein des agrosystèmes, justement pour permettre cet échange entre nature et écosystèmes un peu plus perturbés pour des pratiques agricoles. Donc, ces solutions fondées sur la nature, je vous le disais, vont répondre, donc, ont été utilisées plutôt par un certain nombre d'acteurs divers et un peu dans tous les sens. Et donc récemment, il y a 2-3 ans, ça a été repris lors de la dernière réunion de l'IUCN, donc cette organisation dont Claude parlait déjà, pour justement bien comprendre ce rôle complémentaire des solutions fondées sur la nature, mais aussi leur évaluation rigoureuse. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe où. Et donc l'IUCN a proposé donc, des critères et des indicateurs. Donc il ne faut pas remplir les 28 indicateurs pour être une solution fondée sur la nature. Je pense qu'il n'y en a pas une qui existe sur notre territoire. Mais au moins, ces critères permettent de savoir où on en est et vers quoi on évolue quand on implémente des solutions fondées sur la nature. Et surtout a remis en valeur que ces solutions fondées sur la nature ont besoin aussi d'une approche fondamentale. Donc Claude vous a déjà parlé de l'importance de comprendre ce qui se passe. Et donc on a besoin d'une approche fondamentale pour comprendre comment les solutions fondées sur la nature fonctionnent et aussi d'une méthodologie robuste pour les mettre en place. Et bien sûr d'une approche multidisciplinaire pour garantir l'intérêt et éviter le greenwashing dont on pourrait éventuellement avoir peur avec l'implantation de ces nouvelles solutions. Donc ces solutions elles vont répondre, je vous le disais tout à l'heure, à un certain nombre d'enjeux environnementaux. Comme un des premiers enjeux que tout le monde connaît actuellement, c'est bien celui du changement climatique. Et ces solutions fondées sur la nature, implantées ici en milieu urbain, vous reconnaissez des toits et des forêts urbaines, comme on les appelle, et elles vont permettre donc, si on les implémentait complètement, elles permettraient de résoudre un tiers du potentiel d'atténuation biophysique du climat qu'on a besoin pour répondre donc, aux critères de l'accord de Paris sur le changement climatique. Elles sont souvent citées à titre d'exemple. Par exemple, quand on regarde tous les documents de planification ou de législation même, 92% des documents actuels parlent des solutions, enfin relatifs au changement climatique, au changement transformateur, parlent des solutions fondées sur la nature. C'est le cas par exemple du nouveau plan français
plan national d'adaptation au changement climatique qui a été lancé en France en 2025, c'est le 3e, qui mentionne ces SFN à plusieurs reprises. On a compté plus d'une 50aine de fois. Les solutions fondées sur la nature sont proposées comme solutions pour cette adaptation. Donc, ces solutions dites vertes ont fait la preuve de leur effet justement contre la chaleur urbaine et contre ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Et donc, dans plusieurs endroits, il a été démontré que ces toits végétaux, ces murs végétaux, ces sites d'ombrage permettent de réduire les températures locales de l'air de 2 à 7 degrés par rapport aux zones qui sont non végétalisées. Ils améliorent aussi la performance de refroidissement des bâtiments d'environ 7%, c'est-à-dire que, par exemple, un seul grand arbre peut faire un effet rafraîchissant qui est comparable à 5 climatiseurs pendant 20 heures. Donc, toute l'utilité de garder ces arbres, évidemment, comme système de refroidissement. Et permettent aussi la réduction de la chaleur dans ces matériaux inertes, comme l'asphalte ou le béton, qui, sous des soleils directs, peuvent atteindre 25 degrés, voire plus, empêchant donc tout stockage de chaleur. Par contre, si on est avec donc des solutions vertes autour, on peut réduire ces gains de chaleur de 3 à 5 degrés. Non, c'était bien, de 3 à 5 degrés par rapport à un sol non végétalisé. Il y a un autre effet, donc toujours sans ces solutions fondées sur la nature, on y reviendra plusieurs fois, une augmentation de la biodiversité, c'est ce qu'on appelle la biodiversité en ville, qui est associée au bien-être humain, mais qui peut aussi avoir un effet éducatif, par exemple comme sur cette photo, où on voit que ces toits végétalisés sont utilisés pour faire des relevés de la végétation. Donc on n'implémente pas des solutions pour faire joli, mais on peut aussi en faire un sujet scientifique, un sujet éducatif, pour voir justement, un peu comme Claude démontrait en Nouvelle-Calédonie, comment des nouvelles espèces peuvent s'implanter sur ces toits végétalisés. Et les résultats sont assez surprenants même parfois. Et donc, on peut implémenter donc, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure des solutions vertes. La combinaison de ces solutions est parfois encore plus efficace. C'est la combinaison entre des solutions vertes et des solutions bleues, c'est-à-dire relatives à l'eau. Et dans ce cas, les solutions fondées sur la nature vont permettre une gestion de l'eau et la prévention des inondations pluviales. Donc, ces plans d'eau vont aussi réduire la température, vont aussi réduire la pression sur les infrastructures liées donc, aux fortes pluies et vont résoudre en partie les risques d'inondation en ralentissant donc, ces phénomènes de ruissellement et en provoquant donc, le stockage des eaux pluviales. Des arbres et des trottoirs perméables permettent jusqu'à 90% de l'eau lors de pluie de s'infiltrer dans le sol. Un tout autre domaine où les solutions fondées sur la nature ont été maintenant régulièrement implantées, c'est la protection des milieux côtiers. Ces solutions fondées sur la nature ont fait leur preuve comme protection contre l'érosion côtière et la montée du niveau de la lutte contre la protection contre la montée du niveau de la mer. Et donc ces solutions, donc, comme ici dans le cadre de mangroves, donc dans un écosystème dégradé et des mangroves qui ont été donc, restaurées, ont permis de contrôler l'érosion, l'atténuation des vagues et procurent aussi, toujours cet effet sur la biodiversité, un habitat beaucoup plus favorable pour la faune et la flore. Allez. Et donc, c'est ce qu'on observe, par exemple, je vous expliquerai plus tard un peu le programme, mais dans notre programme sur les solutions fondées sur la nature, on a installé des laboratoires vivants. On en a installé un en Guyane, qui travaille justement sur ces mangroves et sur ces zones donc, humides côtières, qui présentent des taux de séquestration du carbone qui sont très très élevés, donc atténuation des phénomènes du changement climatique et donc stockage du carbone 50 fois plus rapide que par exemple les forêts tropicales terrestres dans les mêmes endroits. Donc on a instauré ce Living Lab. Donc Living Lab, on travaille avec à la fois les autorités locales et la population sur les mangroves guyanaises, un laboratoire qu'on appelle Magellan,
et qui va permettre, qui a essentiellement 3 grands objectifs. Donc, anticiper et réduire la vulnérabilité physique du littoral, c'est-à-dire que les chercheurs qui sont là sur place ont mis toute l'instrumentation en place pour comprendre justement l'évolution du système côtier, enfin, du trait de côte, et vont pouvoir, par des publications régulières, avertir la population du changement du trait de côte, qui est un gros problème en Guyane, phénomène à la fois naturel, mais qui est anticipé par les effets du changement climatique. Vont aussi donc contribuer à la protection de la biodiversité avec des effets directs sur l'économie halieutique, puisque les mangroves, c'est une forêt dans la mer, mais c'est aussi donc une richesse biologique, ça sert d'habitat pour des tas de petits poissons, de plancton, etc., qui vont servir aux plus gros poissons, et même aux crevettes et aux huîtres, et donc permettre de développer une économie halieutique locale. Et bien sûr, quand on est dans les mangroves, on pense souvent aux moustiques. Et donc, les études actuelles de l'équipe, donc c'est qu'un premier résultat, il faudra le prolonger. On ne peut pas publier des choses 1 année ou 2 années après. Il faut les prolonger dans le temps. Claude parlait de ses travaux pendant 10 ans. Donc on verra si on peut aller un peu plus vite, en tout cas pour les étudiants. Mais on montre aussi que les mangroves sont souvent associés aux moustiques, et les moustiques, c'est le palu, c'est la dengue, etc. Et les premières études qu'on montre, c'est que les moustiques qui sont dans ces mangroves ne sont pas des moustiques à palu, ce n'est pas des moustiques à dengue, les anophèles. Ces moustiques sont réservés à la ville, parce que de toute façon, c'est là où ils ont leur hôte principal, c'est l'homme, enfin, et leur hôte pour la nourriture, et que justement la mangrove abrite de nouvelles espèces, enfin, en tout cas de moustiques qu'on ne connaissait pas avant, mais pas des moustiques vecteurs de maladies pour la plupart. Donc j'en reviens donc à ce fameux programme Solubiode. Donc c'est un PEPR. Alors un PEPR, c'est un mot national maintenant, enfin en tout cas au niveau de la recherche. Ça veut dire Programme exploratoire de recherche. Donc c'est un programme qui a été lancé par le gouvernement français dans le cadre du plan de relance, donc pour relancer une certaine partie de la recherche, mais aussi l'économie. Donc c'est un programme national d'investissement qui soutient la recherche sur les SFN. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a besoin d'une approche fondamentale sur les SFN pour proposer donc ces solutions innovantes. Donc on travaille sur des questions, ces PEPR ont été créés pour travailler sur des questions innovantes, mais qui répondent aussi à des besoins sociétaux, avec donc ces solutions innovantes, et promouvoir donc le développement de ces solutions fondées sur la nature à plus grande échelle. Donc les objectifs principaux, c'est donc le renforcement des capacités de la recherche en France sur les SFN, puisqu'elles étaient très, très peu étudiées dans les universités, efficacité, analyser et évaluer l'efficacité de ces solutions, puisque je vous ai dit tout à l'heure, c'était un peu un mot à la mode, mais on n'avait aucun moyen de mesurer si ces solutions étaient efficaces et comment on peut les évaluer dans le temps et éventuellement aller un peu plus loin, et aussi favoriser la co-construction de ces actions avec les parties prenantes. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est important pour les solutions fondées sur la nature de travailler avec les populations locales pour leur meilleure implémentation. Et donc, ce programme devrait permettre de développer, enfin, il a déjà bien commencé à développer un écosystème français solide sur les solutions fondées sur la nature. Donc, c'est financé donc, par France 2030. On a été financé donc, pour 9 ans. Donc, pour les chercheurs, en tout cas, c'est une chance inouïe. En général, nos programmes de recherche ils sont financés pour 2 ans, 3 ans, mais jamais sur le long terme, alors que quand on travaille sur la nature, 2 ans, 3 ans, c'est rien. Claude vous a montré tout à l'heure que c'est seulement qu'après 10 ans qu'elle a pu montrer que ses travaux en Nouvelle-Calédonie étaient efficaces, même si on s'en doutait dès le départ, mais il faut quand même 10 ans pour avoir la preuve efficace et démonstrative, en tout cas, de ces solutions. C'est un beau budget pour la recherche, donc de 44 millions d'euros, mais c'est sur quand même 9 ans. Et donc, c'est co-dirigé par l'INRAE et le CNRS, donc moi-même. Donc, ce programme devrait assurer donc, un soutien scientifique à la fois à la recherche, mais aussi aux praticiens et aux décideurs pour répondre donc, à ces défis sociétaux pour des sociétés durables. On en a parlé en introduction. Donc, je ne vais pas tout vous présenter le programme, parce qu'alors là, on y passerait l'après-midi, mais le principal projet à l'intérieur de ce programme, ça a été donc la création de ce réseau de Living Lab, qui est donc
des laboratoires vivants qui sont installés donc, dans un certain nombre d'endroits pour à la fois donc, faire travailler main dans la main les chercheurs et les populations locales et aussi les autorités publiques pour concevoir et mettre en œuvre ces SFN. Et on a décidé de travailler sur seulement 4 thèmes prioritaires pour différentes raisons. Donc les environnements côtiers, les environnements urbains, les environnements agricoles dans le cadre plutôt de l'agriculture biologique et dans des zones protégées, notamment dans les réserves et les parcs français. Et donc c'est ce lien donc, entre les défis scientifiques et les défis sociétaux du programme. Donc on a pour l'instant mobilisé plus de 65 laboratoires de recherche qui sont répartis donc, dans les 38 organismes nationaux. Et on a 150 acteurs de la société donc, qui sont venus travailler avec nous, que ce soit des services de l'État, mais aussi des associations interprofessionnelles, des citoyens. Et donc on a implanté 11 Living Labs en France, dont l'Outre-mer, avec donc, la Guyane, je vous en ai parlé il y a 2 minutes, mais aussi la Polynésie, dans le cadre des réserves naturelles de pêche de la Polynésie, mais pas que. Et donc, autrement, donc, un certain nombre de living labs dans différents endroits de l'Hexagone, avec donc, toujours cette comparaison entre plusieurs sites, qu'ils soient côtiers, urbains, agricoles. Mais bon, Claude m'avait invité aujourd'hui pour vous parler des solutions fondées sur la nature et les sols, et je vais essayer de vous prouver que justement un sol en bonne santé est hyper important pour le succès de ces solutions fondées sur la nature. Donc, solutions fondées sur la nature et les sols, un partenariat incontournable. C'est pareil, donc Claude vous en a déjà bien parlé, mais le sol, alors moi j'ai une vue d'écologue, donc je ne vais pas vous parler de la composition chimique, encore moins de la composition minérale des sols, mais le sol c'est quelque chose qui est une fondation, mais qui est invisible. Mais sans ce support qui marcherait bien, puisque le sol est un réacteur biologique, et il va être indispensable au succès de ces solutions. Je ne vois pas comment on pourrait implémenter une solution en surface sans voir ce qui se passe en dessous, et qui va être pourtant important. Donc c'est un graphique que Claude a aussi déjà montré, donc ici avec tout ce qu'on connaît en général ce qui se passe à la surface, mais ici il y a tout un réacteur à la fois chimique, biologique, avec les micro-organismes du sol, avec les champignons, avec les super structures racinaires qui vont permettre justement donc, des réactions chimiques bien particulières sur la fixation de l'azote. Tout ça, en général, quand on implémente une solution, c'est souvent une boîte noire. On dit oui, ça va marcher puisqu'on va faire mieux, mais on ne sait pas. Est-ce qu'on fait mieux, est-ce qu'on ne fait pas mieux? Et donc cette boîte noire est souvent oubliée dans l'implémentation des solutions fondées sur la nature. Et petit à petit, on arrive à comprendre mieux et surtout à les intégrer, en tout cas dans nos domaines de réflexion. Pourtant, donc, cette gestion durable des sols est importante pour répondre donc, au problème de la crise climatique et donc à la régulation du carbone atmosphérique. Et donc ces sols peuvent procurer ce premier levier contre le changement climatique avec l'atténuation donc, des émissions de carbone, par exemple par un mécanisme de séquestration, donc on en a parlé tout à l'heure, mais les sols stockent 2 à 3 fois plus de carbone que l'atmosphère, et les sols mondiaux contiennent 2500 milliards de tonnes de carbone organique, ce qui est à peu près 2 à 3 fois plus que ce que peut faire l'atmosphère. Et donc, pour en revenir aux mangroves dont on parlait tout à l'heure, ici on parle de carbone bleu, puisque c'est un carbone qui est stocké à l'interface entre la mer et la terre, donc on parle plus de carbone bleu dans le cas des mangroves, et ces mangroves peuvent stocker jusqu'à 350 tonnes de carbone, c'est beaucoup par hectare. Si on parle de milieux qu'on n'aime pas, comme les mangroves, il y a un autre milieu qui est souvent décrié, c'est les tourbières. Les gens n'aiment pas les tourbières, en général on les réaménage, on les assèche, on fait quelque chose de soi-disant plus joli. Pourtant ces tourbières, bien qu'elles ne couvrent que 3% des terres émergées, elles contiennent 25 à 30% du stock mondial du carbone des sols. Donc ici, sur ce graphique, on voit que les tourbières stockent 2 fois plus de carbone que toutes les forêts du monde. Donc c'est vraiment un milieu
intéressant de toute façon écologiquement, biologiquement, mais aussi c'est quelque chose qu'il faut restaurer, protéger, et on rentre donc dans le cadre des solutions fondées sur la nature, et un certain nombre d'expériences actuellement en cours. C'est le cas donc dans le Cher de la tourbière de la Guette, où dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle CarePit, le BRGM et le CNRS se sont associés justement pour mesurer tous ces échanges dont on parle, dont on peut se douter. Donc ces échanges entre les flux de CO2, donc de carbone, voilà, CO2, carbone et de méthane, pour valider la fonction de puits de carbone. On s'en doute, on l'a mesuré d'une façon, disons, par des équations de modélisation, mais là c'est carrément donc, sur le terrain où donc le CNRS et le BRGM ont mis en place toute une série d'appareillages qui vont mesurer efficacement les effets donc, du sol sur le puits de carbone et aussi les effets de la revégétalisation, puisqu'ils ont donc réimplanté de nouvelles espèces végétales dans des parcelles dégradées pour voir donc quels sont les effets de la végétalisation aussi sur ces puits de carbone. Donc, pour l'instant, c'est un projet donc expérimental et qui est donc sur des petites parcelles. Et si tout marche bien, comme on dit, et si la démonstration se fait, donc ce projet va être étendu à grande échelle, et on l'espère assez bientôt. Donc, parmi donc, ces projets de restauration, là c'est des projets à petite échelle, donc tout à fait expérimentaux. On peut parler de projets à beaucoup plus grande échelle si on parle par exemple d'actions qui se sont réalisées dans le Royaume-Uni, donc au nord, à la limite entre l'Angleterre et l'Écosse, où ils ont décidé il y a 5-6 ans de restaurer, de maintenir et de restaurer les tourbières d'altitude, justement pour leur fonction dans le changement climatique, enfin, contre le changement climatique. Et ils ont aussi permis donc, de faire un inventaire et une cartographie de 7000 km² de tourbières donc, dans cette zone, pour montrer que ces tourbières n'étaient pas donc, des milieux dégradés, mais c'était surtout des zones de beauté naturelle, et que les pertes de carbone évitées donc, qui ont été mesurées dans ces tourbières équivalent à plus de 700 voitures qui roulent sur les routes britanniques chaque année. Et donc, comme on en parlait tout à l'heure dans l'introduction de Claude, ces solutions de restauration sont aussi, donc, ont aussi une valeur économique, puisqu'elles ont permis l'emploi de 60 agriculteurs et gestionnaires de terrain. Et toujours à plus grande échelle, donc, ce rôle d'éponge, d'absorption de l'eau qu'on peut entretenir le sol, puisque un sol sain donc, agit comme une éponge, il filtre les eaux de pluie pour recharger à la fois les nappes phréatiques, mais aussi pour limiter donc, l'érosion lors de crues extrêmes. Les Chinois se sont emparés donc, de ce symbole d'éponge pour implémenter des solutions fondées sur la nature en réseau. Ils ont appelé ça les sponge cities, donc les villes éponges, pour une conception donc, à grande échelle qui intègre explicitement des solutions fondées sur la nature dans les villes pour générer des co-bénéfices assez significatifs. Donc c'est absorber et capter l'eau de pluie, donc c'est l'éponge, pour réduire les inondations, atténuer, on parle bien d'une atténuation, pas d'une résolution, la pollution de l'eau et de l'air, mais aussi diminuer les effets îlots de chaleur urbains et les effets de pollution sonore dont on parle très peu, mais c'est vrai que ces zones vertes ont des effets sur la pollution sonore également, et bien sûr améliorer la biodiversité, la santé publique et les loisirs. Par exemple, dans le cas donc, de ce parc à Shanghai, ce parc a permis l'arrivée des oiseaux migrateurs et ils servent de zone de repos à ces oiseaux migrateurs entre l'Asie et l'Australie. Et donc, c'est seulement... Il y a les arbres qui peuvent servir de zone de repos, mais aussi donc dans les sols, les insectes retrouvent tous les insectes et les larves dont ils ont besoin pour se réalimenter et continuer leur grand voyage vers l'Australie. Donc à la fois donc, ce rôle d'amélioration de la biodiversité, mais aussi ce rôle dans l'alimentation des espèces qui sont présentes dans ces solutions fondées sur la nature.
Donc pour revenir un peu plus près de chez nous, donc revenir en France, puisque donc il y en a à Paris, il y en a aussi autour de la ville de Lyon, on a implémenté des solutions fondées sur la nature pour l'atténuation de la chaleur urbaine et la gestion de l'eau, qu'on a appelées les arbres de pluie. Donc qui permettent une combinaison, on en parlait tout à l'heure, d'infrastructures vertes et bleues pour avoir des solutions fondées sur la nature qui vont permettre la gestion hydrologique urbaine et la prévention des inondations fluviales, comme on a parlé tout à l'heure, c'est l'effet éponge. Donc on parle ici d'un milieu qui était donc assez gris et terne pour un milieu donc, avec des infrastructures beaucoup plus vertes et qui donc vont permettre la réduction de l'eau de ruissellement, la désimperméabilisation des sols urbains et donc la réapparition d'une certaine biodiversité et l'amélioration du cadre de vie. Donc c'est le cas dans certains endroits de Paris, mais surtout avec une grosse expérience qui est menée par la ville de Lyon, enfin la métropole de Lyon, donc qui inclut aussi Villeurbanne, et qui est suivie par un de nos Living Labs qu'on appelle le Living Lab Antares à Lyon. Donc ces arbres de pluie ont été implémentés au départ pour les effets contre les eaux de pluie. C'est pour ça qu'on les appelait les arbres de pluie. Mais on s'est aperçu sur le plus ou moins long terme qu'ils avaient aussi des effets sur les îlots de chaleur dans les villes. C'est-à-dire que l'implémentation de ces arbres a permis aussi une réduction de la température dans les villes avec un rôle donc l'effet éponge, l'effet climatiseur, donc avec un rôle de climatiseur naturel. Donc ce sont des travaux que sont en train de réaliser le Living Lab Antares, donc, qui est basé donc, autour de l'Université de Lyon, mais donc avec les partenaires locaux, qui permet donc de mesurer comment ces arbres font cette évapotranspiration. Évapotranspiration, donc c'est l'arbre qui respire et qui va avoir donc, des flux de carbone, et donc, il mesure donc, les échanges gazeux qui permettent donc, cette réduction de la température. Et donc aussi mesurer le stress de l'arbre. Un arbre dans une ville, il peut parfois être stressé et voir les effets du stress donc, sur cette évapotranspiration. Et donc bien évaluer la santé des arbres dans ces opérations d'arbres de pluie. Et donc ils ont implémenté un certain nombre de capteurs sur les arbres et en collaboration avec la métropole de Lyon, et travaille aussi sur l'effet de ces arbres sur la désimperméabilisation des sols. Désimperméabilisation des sols, ça veut dire on casse le bitume. Et donc si on a cassé le bitume, on a permis donc, au sol de ressusciter, et de ressusciter surtout toute la vie souterraine. Donc on vous a déjà donc, parlé assez régulièrement. Donc tout ce qui est donc la microfaune qui est donc important, tous les ingénieurs du sol comme les vers de terre, les colamboles qui vont permettre donc ces échanges verticaux et donc toute une meilleure activité biologique des sols. Et c'est donc un programme qui est actuellement en cours et qui va démarrer là très prochainement donc avec la métropole de Lyon, où tous ces paramètres vont être mesurés et on va pouvoir, je l'espère, faire la preuve de l'efficacité de ces solutions fondées sur la nature que sont les arbres de pluie pour la qualité aussi des sols et évidemment les effets sur la pluie, et les ruissellements et les îlots de chaleur. Et donc on va implémenter donc, à l'automne donc dans des parcelles qui correspondent à des conditions différentes, soit d'ombrage, soit de qualité des sols. On va implémenter un certain nombre de capteurs qui vont permettre donc, de bien mesurer tous ces échanges et les effets donc, directs sur le changement climatique. Et donc, comme d'habitude, les chercheurs ne travaillent plus dans leur coin, ils font ça donc, en collaboration avec la métropole de Lyon et les acteurs locaux, à tel point que les chercheurs ont même appris aux habitants donc, dans ces bâtiments à relever les capteurs. C'est-à-dire qu'au moins ils comprennent à quoi les capteurs servent, comment on fait des relevés. Ils les ont même appris donc, à enregistrer les données et à voir donc, eux-mêmes l'évolution de la température, par exemple, aux alentours de leur bâtiment. Et donc il y a tout cet apprentissage avec les populations locales, apprentissage sur les paramètres biophysiques, mais aussi apprentissage sur la biodiversité, puisqu'ils sont maintenant en train de faire des relevés de la biodiversité, notamment de la biodiversité des sols, pour voir comment donc, l'implémentation de ces arbres de pluie a permis donc, une restauration de l'écosystème
pas comme il était au départ, puisqu'on est quand même en milieu urbain, donc c'est une restauration d'écosystèmes urbains, mais bon, au moins c'est déjà une solution donc importante et qui donnera, je suppose, à la fois des résultats intéressants pour l'implémentation des solutions fondées sur la nature, mais aussi pour leur acceptabilité dans les quartiers. Et encore plus près de vous, on n'est pas dans le 20e, mais bon, il y a donc tous les programmes qu'on a appelés solutions fondées sur la nature, c'est là, bon, il faut parfois faire attention, on en parlera vite fait. C'est ce programme donc Oasis dans les cours d'école, donc où on a cassé le bitume d'un certain nombre de cours d'école. C'est surtout un programme qui est fait dans le 20e pour mettre des espaces verts, des îlots verts. Donc vous en avez ici deux exemples, de différentes solutions faites donc, par la ville de Paris dans les cours d'école. C'est surtout les cours d'école élémentaires, et donc qui ont ces effets de déimperméabilisation, qui sont donc briser les îlots de chaleur, donc, avec donc, des températures beaucoup moins élevées sur les cours d'école. Donc une cour d'école en bitume peut avoir, au moment de canicule, peut présenter des températures super élevées, de 55 à 60 degrés, alors que dès qu'on a des copeaux de bois ou des pavés enherbés, etc., on diminue les températures de 15 à 20 degrés dans ces cours d'école. Le cycle de l'eau, dont on vous a parlé depuis tout à l'heure, avec donc un effet de filtration et d'infiltration, mais aussi, dans certaines cours d'école, il y a eu l'implémentation de zones humides, on va dire, pédagogiques, et donc ça a permis aussi donc, aux enfants de s'initier donc au fonctionnement de tous ces cycles hydrologiques et comment ces zones humides peuvent être un habitat crucial pour d'autres espèces, comme les amphibiens, les libellules, qui sont souvent absentes du centre-ville. Mais surtout, c'est un point sur lequel je voudrais insister, c'est que ces oasis, puisque c'est un programme global, a permis de restaurer la connectivité entre ces différentes écoles. Désimperméabiliser, enlever le bitume d'une école, c'est bien, c'est un souci pédagogique important, ça initie à la nature, mais en soi, si cette école est complètement isolée et ne fonctionne pas avec tout un écosystème autour, ce n'est pas vraiment une solution fondée sur la nature. Ça va être un très bon exemple pédagogique on casse le bitume et on met des plantes, mais il n'y a pas cet effet de connectivité qui est important pour les solutions fondées sur la nature. On ne fait pas sa petite solution dans son coin, puisqu'on a besoin de la connectivité verticale, donc je parlais tout à l'heure des sols vivants et de la pédofaune qui monte et qui descend dans ces sols et qui vont permettre donc l'activation des sols, et aussi cette connectivité horizontale qui peut être à petite échelle, comme des pas japonais par exemple vont permettre à des pollinisateurs de passer d'un endroit à l'autre, mais aussi à grande échelle pour des oiseaux ou des espèces plus importantes. Donc ces cours d'école, quand elles fonctionnent en réseau, deviennent maintenant une barrière qui est devenue franchissable et qui va permettre donc de créer donc une trame verte et bleue à l'échelle du quartier, et aussi une trame marron. Je vous ai dit que les sols c'était super important, et donc la désimperméabilisation et donc l'ouverture du bitume va permettre à cette trame marron d'exister, à faire donc des échanges qui vont se passer au niveau du sol, et évidemment une trame verte qui va permettre donc ces petites cours d'école qui vont devenir des réservoirs de biodiversité et passer donc d'une zone à l'autre et permettre donc aux pollinisateurs, aux oiseaux et à des tas d'autres organismes de se déplacer et de se multiplier. C'est aussi quelque chose, je vois que le temps file, c'est aussi quelque chose qu'on étudie donc à Montpellier, donc toujours dans le cadre de ces Living Labs. Je vous ai dit que c'était une action importante de notre programme Solubiode, et c'est quelque chose qu'on étudie à Montpellier, donc c'est par des travaux expérimentaux. On étudie donc la dispersion des plantes, des pollinisateurs, des mammifères, à Montpellier, on a le problème du sanglier. Si on ouvre cette rame, il y a d'autres animaux qui viennent, comme les sangliers, les loutres, mais aussi
parfois, la propagation des maladies, c'est souvent quelque chose qui est décrié sur les solutions fondées sur la nature. On va mettre plus d'arbres, on va avoir plus de moustiques. Et c'est donc c'est une question, il faut l'étudier. Et donc c'est aussi quelque chose qu'on étudie donc, avec les laboratoires et la ville et la métropole de Montpellier. Donc c'est aussi la propagation éventuellement des moustiques à travers ces zones vertes et bleues, donc, qui vont donc, dans le cadre de Montpellier, jusqu'à la mer. Et donc, ces solutions donc, fondées sur la nature sont hyper importantes pour maintenir et reconstruire la biodiversité des sols, parce que ces sols naturels et restaurés vont permettre donc, à cette usine invisible de la biodiversité de remarcher. Le cycle entre donc, micro-organismes, microfaune, etc. dans le sol va pouvoir se réenclencher, puisqu'on sait que 25% des espèces mondiales vivent sous nos pieds. Je pense que Marc-André Sellos vous en parlera donc dans son cours, c'est le dernier, hein. Il en parlera certainement mieux que moi, c'est un champion du sol. Mais c'est donc ces solutions fondées sur la nature, dans beaucoup de cas, ont permis le retour des ingénieurs du sol, et donc l'apport de végétation diversifiée, ainsi que de la macrofaune, qui est souvent absente en dessous du béton, permis par exemple la réapparition des ingénieurs du sol, que sont les vers de terre. En creusant donc, ces tunnels verticaux, ils permettent aussi une meilleure résolution des problèmes d'inondation avec l'infiltration de l'eau dans ces réseaux. Donc un sol qui a été réaménagé et où les vers de terre sont importants peut absorber jusqu'à 10 fois plus d'eau qu'un sol compact sous bitume. Le retour des colamboles, des acariens, qui sont donc des recycleurs de la matière organique, qui sont importants pour donc enrichir ces sols. Je vais terminer brièvement par, puisqu'on parle de solutions fondées sur la nature et de sol, on pense souvent aussi aux effets agricoles. Et donc, dans le cadre de Solubion, on ne travaille que dans des milieux agroécologiques. Et on a donc un Living Lab en zone viticole. C'est le laboratoire Bacchus, qui est donc en Gironde, et qui, par l'expérimentation et le déploiement de ces solutions fondées sur la nature en milieu viticole, viticulture agroécologique, et ce consortium toujours multi-acteurs, il est trop important pour le fonctionnement des Living Labs. Donc ce Living Lab va pouvoir est en train de répondre donc à des enjeux actuels sur le déploiement de l'agroécologie en milieu viticole, la préservation de la biodiversité et l'adaptation au changement climatique, et aussi améliorer l'impact sur la santé, puisqu'on utilise beaucoup moins de pesticides, et un impact aussi sur l'attractivité territoriale. Le Bordelais est en train perdre de son attractivité territoriale à cause de tous les problèmes que la vigne rencontre actuellement, et ils espèrent donc en réinstaurant une agroécologie bien pensée et intégrant ces solutions fondées sur la nature, permettre donc à d'autres vignerons de s'installer. Donc beaucoup de travaux sur la compréhension de la biodiversité. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer aujourd'hui, mais ils ont un site magnifique. Donc si ça vous intéresse, allez consulter leur site, c'est Bacchus. Et donc ils étudient donc quelle est toute la biodiversité, et ils ont en accord en association avec les agriculteurs locaux et aussi quelques associations de protection de la nature, ils ont montré donc l'importance de cette biodiversité pour la lutte contre les insectes prédateurs et les ravageurs dans le fonctionnement du paysage agricole, qui était en général un paysage assez nu, on a les vignes et puis rien d'autre. Et donc ils ont des tas d'expériences où ils ont réintroduit les arbres fruitiers, qui étaient autrefois importants dans les paysages viticoles, et aussi un travail important de vulgarisation, mais aussi de scientifique, sur le rôle de ces chauves-souris. Ces chauves-souris que beaucoup de gens n'aiment pas pour plein de raisons. Ils ont montré que ces chauves-souris, donc en ayant plusieurs points d'études et en ayant des abris à chauves-souris, donc en association toujours avec les vignerons agrobiologiques, on va dire, ils ont montré que ces chauves-souris sont importantes pour la lutte contre les ravageurs, et notamment la mouche de la vigne. Ils ont montré aussi l'importance de ces adventices pour la lutte contre le froid, la biodiversité, etc. Donc des tas de travaux qui montrent que ces solutions fondées sur la nature peuvent être un gros apport pour l'agroécologie. Donc j'ai été un peu vite, mais je vais terminer là, donc aujourd'hui. Donc en espérant vous avoir démontré que les solutions fondées sur la nature, c'est un nouveau paradigme qui va permettre donc,
ces changements transformateurs, que ce n'est pas des solutions complètement isolées, hein, qu'il faut donc cette approche écosystémique. Une solution fondée sur la nature ne fonctionne pas tout seul, il lui faut cette connectivité spatiale et aussi fonctionnelle. C'est une approche, on l'a dit en introduction, multi-bénéfices, hein, c'est des bénéfices pour la biodiversité, le changement climatique, ça répond aussi à des défis sociétaux et à des défis économiques. Que les Living Labs qu'on a implémentés d'une façon sérieuse, on a vraiment bien calé ces Living Labs. Je n'ai pas le temps d'expliquer aujourd'hui, mais on a toute une démarche qui est identique dans toutes ces Living Labs. C'est pour ça qu'ils peuvent fonctionner en réseau. On a surtout bien pensé à discuter ensemble et à travailler ensemble, pas seulement se mettre autour d'une table, mais avoir les mains dans le cambouis tous ensemble, et surtout pouvoir évaluer tous ensemble. C'est important que les acteurs du territoire peuvent aussi évaluer les solutions qu'on leur propose. Donc c'est une nouvelle façon de co-construire ces solutions. Et que Solubiont, c'est quand même le premier gros programme de recherche ambitieux et intégré qui est dédié aux solutions fondées sur la nature. C'est le premier programme, en tout cas en France et dans l'Union européenne. Quand je fais des présentations à des collègues européens, ils sont tous envieux. Mais bon, c'est quand même qu'un petit effort. Ici, quand on voit en rose les crédits qui sont accordés donc, aux solutions fondées sur la nature par rapport en bleu à l'ensemble des crédits qui sont alloués à la recherche sur le changement climatique, on voit qu'il y a beaucoup à faire si on veut investir dans le futur, avec un besoin crucial de financement pour ces approches qui sont à la fois en recherche fondamentale, en recherche méthodologique, mais aussi avec les acteurs de terrain pour pouvoir implémenter, évaluer et déployer ces solutions fondées sur la nature sur le territoire. Eh ben, je vous remercie pour vos attentions et le temps et vos questions. Je ferai seulement encore une petite seconde sur vous dire que donc, au mois de novembre, on organise à Paris, donc à Jussieu, un congrès international, cette fois-ci sur les solutions fondées sur la nature, où on aura à la fois donc, les scientifiques, mais aussi les parties prenantes et les politiques publiques qui seront là avec nous pour discuter sur les solutions fondées sur la nature, avec une journée réservée à la ville de Paris. Merci beaucoup pour cette présentation rafraîchissante. Il est presque midi, mais on peut répondre quand même à quelques questions.